Allez, avant de parler sur le modèle économique et d'enchaîner sur cette conférence, plutôt sur ce regard croisé, simplement, je veux rappeler qu'on sort d'une période quand même 2022-2024 où les cabinets, je ne sais pas si vous l'avez constaté aussi, mais en fait, on a eu 5% de croissance quasiment par an sur les revenus de nos cabinets. On a une période où le monopole, en fait, finalement, en expertise, en audit, il nous garantit des revenus stables et réguliers. Mais en fait, cette situation, elle ne doit pas occulter des défis structurels auxquels nos cabinets vont faire face, que ce soit l'intensification de la concurrence, l'automatisation des services comptables, accélérée par le déploiement de l'IA, la pression des honoraires, autant d'éléments en fait, qui peuvent perturber le modèle économique pour les cabinets, le modèle économique des cabinets. Pour vous parler justement de la transformation du cabinet et comment le modèle est impacté, je vais appeler Christophe Tichadou qui va me rejoindre pour justement cette séquence. Bonjour Christophe. Bonjour Pierrick. Je te laisse te présenter rapidement. Oui, alors je m'appelle Christophe Tichadou, je préside le groupe Alliance Experts, c'est environ une quinzaine de cabinets, il y a 150 collaborateurs en France et à l'international. Et je préside également notre réseau international où on est sur 4 continents. Donc on accompagne nos clients sur un réseau qui est essentiellement francophone. Voilà, j'y tiens. Parfait. Alors pour commencer à cet atelier sur l'impact des modèles économiques, nous, notre vision, c'est qu'on va commencer par vous présenter les 5 principaux modèles économiques de cabinet, 5 plus 1. La transformation, on va rappeler que la transformation est partout, et après on va se dire, mais comment ne pas subir finalement toutes ces pressions sur notre modèle. Si ça vous va, on commence. D'abord, les 5 modèles économiques. Moi, j'en ai répertorié 5. Alors, je vais rompre le secret. J'ai utilisé aussi ChatGPT, qui m'a beaucoup aidé avec sa recherche approfondie. On l'utilise beaucoup, et notamment, ça fait partie de ces premiers éléments. Donc, le premier modèle, c'est le modèle traditionnel, donc, qui est augmenté par la technologie. On l'a tous vu. Moi, quand j'ai commencé dans les cabinets, on n'avait pas encore d'ossérisation, on ne nous proposait pas des écritures, et on n'avait pas des outils qui nous permettaient de mettre en forme un bilan imagé, par exemple, pour des clients. On a le deuxième modèle économique, qui est assez répandu également, qui est un conseil à valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on va positionner son cabinet, non plus sur un mode traditionnel, mais plutôt sur une expertise, comme par exemple un expert vraiment stratégique qui va au-delà de l'exécution. On peut parler de DAF externalisé, vraiment d'accompagnement privilégié du dirigeant sur ce modèle à valeur ajoutée. On a vu émerger il y a quelques années également le troisième modèle économique, 100% web, digital natif, c'est-à-dire vraiment les sites, les cabinets en ligne, qui sont très automatisés et qui vont finalement proposer des prix attractifs à des types de clientèle aussi, de clients qui les attendent, des types d'entreprises qui attendent un self-service, qui n'ont pas peur de discuter avec un chatbot, d'avoir un assistant plutôt virtuel. On a après les cabinets, on en connaît certains qui ont des spécialités sectorielles, c'est-à-dire sans forcément avoir une spécialité reconnue ordinalement, qui en tout cas ont concentré leurs recherches, leurs travaux, leur savoir-faire, leur valeur ajoutée sur un vraiment domaine de spécialité très spécifique. On peut parler par exemple de la santé ou des associations médico-sociales. Certains sont spécialisés accompagnement start-up, d'autres BTP, immobilier. Et après, on a un 5e modèle économique de cabinet. C'est plutôt le cabinet en réseau ou le cabinet hybride, à moitié entre les franchises, une alliance de cabinets, le mix de plusieurs modèles. Finalement, on se retrouve et on se regroupe et on va partager finalement des problématiques communes, des outils communs, des méthodes communes, une marque, de la communication, peu importe. En tout cas, on se met à plusieurs pour mieux faire ensemble. Alors, je vais directement rentrer avec vous sur une question, et on va commencer par une question. La transformation, en un mot, quel sera le principal facteur impactant les cabinets au cours des 3 prochaines années pour vous? On va vous mettre à votre contribution. On a voulu un cabinet, une journée interactive, et donc on va directement rentrer dans le vif du sujet avec vous. Quels seront vraiment les gros éléments qui vont impacter nos cabinets, en plus en effet favorable, bien sûr, en risque ou en opportunité, peu importe, qu'est-ce qu'on va constater dans les 3 prochaines années.
Alors pour l'instant, on a 7 votes, c'est ça. N'hésitez pas, hein, tout est anonyme, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, n'hésitez surtout pas. Oui, il faut aller dans nuage de mots. D'accord. Il faut appuyer, cliquer oui. sur nuage de mots. En bas. Allez, ça monte. 38. Vous voyez pas le compteur? Ah si, oui. 54. 67. Bon, après, Christophe, hein, ne t'en fais pas, je vais te poser la même question. Pas de problème. Allez, 173, le compte 188. Il y a quelques petits mots en rafale qui ont été faits. Vous pouvez mettre plusieurs choix, hein, vous pouvez donner plusieurs réponses. Tant que c'est en un mot, tout va bien. Allez, 226, 237. Quand on arrive à 250, on arrête. J'espère qu'on va arriver à 250 du coup, quand même. Sinon ça risque d'être long pour vous. Allez, 244, mais je pense qu'on va considérer que le nuage de mots est plein. Alors, voilà, il y en a beaucoup. IA, facture électronique, IA, technologie, automatisation, adaptation, innovation, évolution. Après, on a des petits mots comme conseil salarié, intelligence, data, technologie, facturation, artificielle. Oui, tout seul, c'est bizarre. PDP, changement, anticipation, nouvelle. Effectivement, beaucoup, si on peut revenir peut-être sur le support, effectivement, beaucoup de mots. Christophe, qu'est-ce que ça t'inspire? Bien, en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est clairement que la technologie va considérablement impacter nos cabinets sur les 3 et voire même les 10 prochaines années et plus encore. L'exposé ce matin de M. Boulanger était suffisamment éloquent. Aujourd'hui, un cabinet qui n'intègre pas cette mutation technologique va se retrouver dans le même cas qu'à l'époque, lorsque les entreprises n'avaient pas intégré la mutation industrielle. Voilà, on en est exactement à ce même passage de gué, tout simplement. Alors, pour nous, quand on a préparé cette intervention, en fait, on a beaucoup parlé finalement dans le nuage de mots de technologie, de réglementaire, avec la facture électronique hein, qui est souvent revenue. Mais en fait, pour nous, elle est un peu plus large. En fait, on va parler plutôt de 6 segments dans la transformation qui vont vraiment perturber les modèles des cabinets. Si je te laisse commencer peut-être par la transformation générationnelle. Alors, c'est un élément qui est assez fondamental. On voit arriver aujourd'hui donc une nouvelle génération d'experts comptables qui ont des qualités incroyables, mais qui ont une vision en fait du métier qui est différente et ça s'entend complètement. Et la conséquence de celle-là, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à avoir des transmissions de cabinets. Et ça se comprend, puisque aujourd'hui, qui voudrait acheter finalement des entreprises qui ne sont pas encore équipées pour passer à l'étape supérieure, et ça reviendrait effectivement à avoir des gens qui veulent devenir des industriels et à qui on propose des exploitations agricoles. Hein, d'accord ? C'est un peu le schéma. Donc ça, c'est le premier élément. On a une problématique générationnelle qu'il va falloir accompagner. Oui, alors bien sûr, vous avez bien compris, tous les experts comptables dans la salle sont justement au cabinet du futur pour pouvoir vendre leur cabinet plus tard. Hein. Exactement, et vous êtes au bon endroit. On a un deuxième élément aussi qui va modifier, en tout cas qui impacte notre modèle économique, c'est la financiarisation. Il faut savoir aujourd'hui que 40% du marché de l'expertise comptable est concentré, c'est-à-dire qu'elle a été rachetée par des groupes de cabinets, des groupements de cabinets, des réseaux ou directement des holdings financés par des fonds qui ont racheté. Ça veut dire aussi qu'on a 60% du marché qui reste à concentrer. Dans le monde industriel, un marché aussi atomisé, c'est quand même rare, et je pense qu'on l'a constaté avec le marché des radiologues, notamment pour ne citer qu'eux. Et donc on a ce mouvement de financiarisation, en tout cas, qui est en train d'être enclenché, qui s'est accéléré ces dernières années et qui va continuer à évoluer. Pour illustrer ton propos, vous avez tous peut-être entendu parler de la cession de Clémentine qui a eu lieu, hein, donc, qui a été achetée par le premier acteur européen sur la partie effectivement de la facture électronique. Ils ont acheté Clémentine pour 67 millions d'euros. Ça laisse rêveur hein, quand on regarde, effectivement, on a toujours tendance à penser que ce genre de cabinet dont on parlait tout à l'heure, c'est du cabinet sur Internet pour des petits dossiers, des petits clients, etc. 67 millions d'euros, ça a été vendu. Pourquoi 67 millions d'euros? Dans une stratégie de build-up,
À partir du moment où on atteint un certain un certain montant de chiffre d'affaires, on ne va plus valoriser les clientèles sur un coefficient d'ARR, de revenus, donc de chiffre d'affaires, mais sur des multiples qui peuvent aller jusqu'à 14, jusqu'à 16 fois le EBITDA. Voilà. Donc ça, on arrive sur des multiples complètement fous qui donnent des valorisations d'entreprise très importantes à partir du moment où on a atteint un stade et qu'on est capable de montrer qu'on a encore de la croissance sous le pied. Autre élément de transformation, on l'a dit tout à l'heure, donc je ne vais pas insister, c'est la partie technologie, hein, l'IA, l'automatisation, le no-code. Et là, d'ailleurs, je vous réfère à un super mémoire qui a été fait par mon ami Sami Serine sur le no-code, qui permet effectivement, finalement, à tout un chacun de pouvoir créer ses propres outils en cabinet. Les besoins clients, je pense qu'on l'a tous constaté. Moi, les clients que j'avais il y a 15 ans, je ne veux pas dire 20, mais il y a 15 ans, effectivement, n'ont plus aujourd'hui la même attente. Aujourd'hui, certains clients veulent avoir de l'autonomie, c'est-à-dire directement eux-mêmes mettre les mains dans la gestion, avoir un système qui permet de valider leurs factures, suivre leur compta, faire leurs prévisions de trésorerie tout seul. Et il y en a aussi beaucoup qui veulent de l'accompagnement beaucoup plus resserré et qu'on leur parle du futur et non plus du passé. La partie économique, je veux dire, toutes les personnes qui font un bilan de cabinet d'expertise comptable s'en rendent compte. Sur la partie économique, on a quand même une érosion, malgré tout, hein, des marges. Pierrick a très justement parlé du développement qu'il y a eu sur le chiffre d'affaires. La mécanique de marge est complètement différente. Je mets de côté le commissariat aux comptes. Et nos problématiques de recrutement, hein, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas un confrère, moi, qui ne me dit pas « Putain, j'arrive pas à recruter, c'est la galère, etc. etc. » Donc ça, on sait tous de quoi on parle. Et l'autre élément sur la partie économique, c'est... alors, attention, je vais peut-être être un peu politiquement incorrect, mais c'est le problème du tarif des éditeurs. Les amis, il faut qu'on se réveille quand même. Hein. On a un vrai souci. La partie réglementaire également. La partie réglementaire, je pense que tout le monde a vu les normes ESG, donc la CSRD par exemple, qui a beaucoup impacté certes le commissariat aux comptes, mais aussi le marché de l'expertise comptable. Il y a eu un report, mais quand même le mouvement est en avant et on va forcément avoir des impacts sur notre modèle de cabinet. On a par exemple aussi la facture électronique, donc Eric nous a donné déjà beaucoup d'éléments sur cette réforme, mais très clairement cette réforme va impacter les cabinets dans leur manière de travailler. Au-delà des aspects économiques, on va changer l'organisation des cabinets, notre posture pour pouvoir l'accueillir. Et aussi, on a toutes les lois de partage de la valeur également qui vont impacter, alors certes l'équilibre de cabinet, mais aussi les missions qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Donc tout ça, tous ces éléments ensemble, effectivement, poussent à la transformation de nos modèles et de nos cabinets. Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de la facture électronique, ce côté réglementaire, de la partie technologique, mais il y a tout un ensemble de choses qui se passent autour du cabinet et qui ont des impacts et qui sont tout aussi forts. Alors lui, on l'a déjà fait. Allez, si on vient maintenant sur les grosses incidences sur notre modèle. D'un côté générationnel, effectivement, Christophe, comment tu le vois, toi ? Alors, ce problème de la partie générationnelle, il peut se traiter de plusieurs éléments. Bon. Aujourd'hui, on parle finalement de transmission de cabinet, d'accord ? Donc, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui, c'est que pour réussir sa transmission et pour pouvoir faire venir effectivement cette nouvelle génération dans nos cabinets, c'est ce qu'on est en train de vous dire un peu insidieusement, hein. Et c'est ce que nous a dit M. Boulanger tout à l'heure. On est obligé de transformer nos cabinets. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, à l'issue de cette journée, faire comme d'habitude, retourner dans vos cabinets, regarder votre liste des appels manqués et vos 5000 mails que vous n'avez pas pu lire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous allez devoir trouver le temps, et on va en reparler, mais nous devons transformer nos cabinets pour que cette jeune génération notamment s'y retrouve. Surtout que cette jeune génération n'a pas forcément les mêmes attentes. Moi, quand je suis rentré dans un cabinet, j'avais hâte qu'on me dise « endette-toi » pour pouvoir acheter des parts, et tu verras, ça sera bien. Aujourd'hui, effectivement, je pense que là aussi, le côté sociétal impacte énormément les générations. On n'a peut-être plus envie de se mettre un gros emprunt sur le dos parce qu'on a peut-être envie d'acheter sa résidence principale en même temps, ou on a d'autres enjeux. Et on a plutôt aujourd'hui un mouvement, d'ailleurs, de dépatrimonialisation dans beaucoup de réseaux ou de gros cabinets pour justement promouvoir ce biais et passer au-delà du fait que certaines générations aussi n'ont plus envie, ou certains jeunes, on va le dire directement, n'ont pas forcément envie de souscrire un emprunt pour aller s'associer, mais ont envie plutôt de profiter tranquillement aussi des fruits de leur travail.
La technologie va nous impacter. Et effectivement, alors tu l'as dit avec tes mots, mais on va avoir, chaque fois qu'on dit qu'on a une automatisation, un progrès technologique, on a une part de valeur qui va dans l'outil. Et clairement, la facture électronique va nous amener à utiliser des services avant qu'on utilisait dans nos cabinets avec nos ressources. On va pouvoir les interconnecter et on va avoir techniquement de la valeur qui va aller se dériver vers l'outil, un outil bien sûr qui ne nous appartient pas, puisque ça appartient à un éditeur, la facture électronique. Et comme souvent, dans notre profession, on a tendance à se focaliser sur le point technique. C'est-à-dire que, je veux dire, on va quand même se donner un peu des excuses. On a été formés comme ça. On a été formés pour aller sur l'aspect technique. Nous sommes des ultra-techniciens, nous sommes des experts. Donc forcément, quand il y a une problématique technique, on va s'y jeter dessus. Bien. Le problème, c'est que la facture électronique, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être prêt pour la facture électronique, qui est le point technique, si on n'aura pas en amont travaillé sur nos organisations. Ça, c'est une réalité. Et c'est ce qu'on a mis dans le support, ce besoin d'investir. L'investissement, ce n'est pas uniquement prendre la dernière version d'un logiciel, c'est vraiment repenser nos RH. Qui va faire quoi? Repenser les outils. Comment en fait, puisque on a toujours fait comme ça, certes, mais moi j'ai une conviction, c'est que demain ne sera pas comme hier. Donc on a peut-être toujours fonctionné comme ça, mais on ne pourra plus fonctionner comme ça, et on a besoin dès maintenant d'investir dans nos outils, les compétences et surtout les méthodes organisationnelles du cabinet. Comment on continue à produire d'une manière plus industrielle finalement. Les aspects réglementaires, bien entendu, et ça va nous donner un nouveau terrain de jeu et un champ beaucoup plus élargi pour nos missions. Tu en vois certaines peut-être ? On va enfoncer des portes ouvertes, mais on a toujours la partie RSE, on a tous ces éléments-là en fait, qui nous ouvrent les bras. Donc il y a un certain nombre de nos confrères qui ont passé notamment les certifications sur la partie commissariat aux comptes sur ce sujet-là. Donc voilà, clairement, on peut faire confiance à l'État français pour nous trouver des nouveaux textes et des nouvelles lois qui vont nous permettre d'ouvrir effectivement des nouvelles missions. Donc ça, on ne peut être que confiant, et merci l'État français sur ça. Voilà. Mais cet aspect-là aussi demande, encore une fois, de travailler sur nos méthodes, nos outils, nos RH, parce que ça fait appel à de nouvelles compétences et de nouvelles formations. D'ailleurs, tous ceux qui veulent passer le certificat durabilité, allez-y. Les attentes des clients et les besoins, parce qu'effectivement, leurs besoins aussi évoluent. Si notre modèle économique évolue, je pense que vous le constatez sur tous vos clients, les modèles économiques évoluent aussi. Moi, par exemple, je suis associé dans un bar à vin spécialisé sur le vin rouge et la viande. Et je pense qu'en ce moment, on n'est pas dans la meilleure ère économique possible, puisque du coup, on n'est pas du tout vegan et on n'a pas encore le vin sans alcool. Donc ces besoins des clients aussi, ils évoluent. On a aussi forcément des impacts en matière de compétences. Et en matière de compétences, on va devoir être amené à manager des profils qui sont très différents. Et il va falloir faire coexister avant une équipe qui était pas standardisée, mais en fait avec des profils assez proches, avec des nouveaux profils. Et d'ailleurs, Philippe Boulanger l'a bien regardé, comment le poisson vert, finalement, va pouvoir nager avec les poissons rouges en toute tranquillité, uniformité et en toute bienveillance. Ça remet aussi en question nos fondamentaux, là aussi par rapport à notre formation. Jusqu'à présent, les cabinets intégraient systématiquement des personnes issues de la filière comptable. D'accord ? On avait des grands groupes qui étaient déjà en avance, qui avaient tendance à intégrer des personnes issues des écoles de commerce ou des ingénieurs métiers, etc. Mais ça restait, somme toute, assez minoritaire. N'oublions pas quand même que 80% des cabinets en expertise comptable font jusqu'à 1,5 million de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc ça, c'est à peu près la taille moyenne. C'est le cabinet de 10 personnes. Ces cabinets-là, ils n'ont pas forcément les moyens, dans un premier temps, pour investir sur cette typologie de personnes. Or, on sait que la clé, ce sera justement l'ouverture qui va nous permettre d'avoir toutes ces nouvelles compétences. Le problème, c'est qui dit nouvelles compétences, dit aussi nouveau management. Comment un expert comptable, qui est un spécialiste de la TVA, du bilan, de l'optimisation fiscale, il va arriver à canaliser des mecs qui arrivent du marketing, qui arrivent avec des idées folles, furieuses dans tous les sens. C'est pas facile et c'est pas encore dans notre culture. Donc il y a ce besoin effectivement de sortir sa zone de confort. On a vraiment des formations à faire, etc. Enfin, moi, pour ma part, vous voyez, sur l'IA, sur tout ça, j'en ai parlé dans tous les sens. À un moment donné, ça m'a gonflé. Et ben, j'ai dit tant pis. J'ai passé une certification à MIT en 3 mois. Voilà, ça a été compliqué, vraiment. Donc, mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Merci Christophe. Et après, les aspects de communication.
Mais je pense qu'on reviendra peut-être cet après-midi, en fin de journée, vraiment avec des spécialistes, des champions de la communication sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, ces nouvelles compétences, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être capable de les mettre en avant, parce que les clients nous attendront peut-être pas sur ce segment-là. Allez, concrètement, parce qu'il faut parler un petit peu de chiffres et d'impact, 40% du marché de l'expertise comptable qui est concentré, 60% reste en progression. Transformation en activité industrielle. Forcément, il va falloir qu'on change notre manière de produire, et on risque d'avoir une perte de valeur au profit des éditeurs. Et il faut avoir vraiment utilisé la technologie pour optimiser les traitements. L'adaptation des tarifs. La facture électronique, elle va forcément impacter les tarifs de nos missions traditionnelles d'expertise comptable. La définition de l'offre, il va falloir redéfinir notre offre, puisque la tenue va s'évaporer au fur et à mesure où la facture électronique va monter en puissance. Et il va falloir vraiment structurer tout le déroulement et utiliser la technologie pour produire plus vite. Je fais une micro-parenthèse sur ça, Pierrick, si tu me permets. Qui c'est que ça embête au final, tout ça? En fait, ça nous embête, nous, et ça embête nos collaborateurs. Mais nos clients, eux, ils attendent que ça, en fait, d'avoir des vrais experts qui vont finalement faire leur vrai métier, qui est la gestion. Nos clients, ils attendent que ça. Qu'est-ce qu'ils nous demandent et pourquoi ils râlent en permanence? Moi, pourquoi j'ai des lettres de menaces de mort à chaque fois qui me disent « mais t'es jamais disponible, t'es jamais là, etc. etc. » Le problème, c'est ça. Or, tout ce que l'on vient de dire là, on est en train de vouloir s'extraire finalement d'un modèle où on faisait payer aux entreprises des schémas qui sont assez stériles pour leur quotidien. On répond effectivement à une demande qui est une demande économique, administrative, etc. Mais si on regarde la valeur ajoutée créée lorsqu'on rend un bilan à quelqu'un, versus la valeur ajoutée créée lorsque l'on a accompagné sur un projet, qu'on a fait l'idéation, etc., ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ceux qui font de l'assistance notamment et des missions d'aide à l'obtention de financement, moi je vous assure, j'ai eu des gens limite à avoir les larmes aux yeux quand on les a aidés à obtenir des emprunts. Jamais j'ai eu quelqu'un dans cet état-là quand je lui ai rendu son bilan. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai des fois été cet état-là quand j'ai rendu le bilan, parce que je savais que ça a été difficile. Mais hier, quand on a enregistré le podcast avec Julien, on parlait de facture électronique avec Philippe, et il me dit, mais tu te rends compte, ça va être compliqué, je vais aller mettre sur une plateforme. Moi, j'aimais bien comme c'était, je ne veux surtout pas changer. Donc, malgré tout, certains clients, eux aussi, ont leur confort et leurs habitudes, et ne sont pas encore tout à fait prêts à avoir cette fracture de la facture électronique. Excuse-moi. Allez, si on va vous faire un petit peu travailler aussi, on vous a préparé donc une question à choix multiples. Là aussi, on attend les 250 votes pour pouvoir révéler vos décisions, avec une question finalement qui est relativement simple. D'après vous, quel impact sur le modèle vous semble le plus significatif? Donc la concentration du marché, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme significatif sur votre modèle économique? L'optimisation des traitements, l'adaptation des tarifs, la baisse du chiffre d'affaires, donc notamment le remplacement de la tenue, la communication, la capacité notamment à renouveler la clientèle ou le transfert de valeur ajoutée vers les outils. Il y en a qui se ressemblent, maintenant que je les regarde. Allez, on a 176 votes. Alors bien sûr, on a voulu faire une intervention assez rapide, on n'a pas creusé tous les sujets, mais c'est sûr que sur la facture électronique, pour moi, le débat aussi va vraiment se situer sur comment on va pouvoir accompagner nos clients dans la mise en place de cette facturation électronique. On n'est pas juste avec eux pour sélectionner une PDP. Il va y avoir une démarche qui va être en amont, de comprendre leur organisation. Souvent, on réserve le contrôle interne au commissaire aux comptes, mais quelque part, c'est à nous de repenser aussi la mise en place des procédures d'achat. Pourquoi pas profiter également pour digitaliser nos clients sur la partie achat. Souvent, on a digitalisé les ventes. On le fait très bien parce qu'on a des outils à notre disposition qui sont très bien faits d'ailleurs. Mais malgré tout, pourquoi ne pas profiter de cette facture électronique pour digitaliser aussi la partie achat? Qui dit achat et vente dit aussi stock. Et ça pourrait nous faciliter la gestion et pouvoir faire des reportings mensuels quasiment automatiquement à partir du moment où on aura entraîné aussi ces systèmes-là. Moi, parmi mes clients,
J'en ai très très peu qui ont des systèmes de P2P, de gestion des achats jusqu'au paiement, par exemple. Il y en a très très peu qui sont installés. Et là aussi, on a une marge de manœuvre assez importante. Alors les résultats attendus, l'optimisation des traitements par la technologie. Effectivement, moi je partage complètement ça. Et le transfert de la valeur vers les outils, c'est vraiment les 2 premiers changements qu'on va avoir avec la facture électronique très très clairement. Complètement. Et pour cette facture électronique, à un moment donné, là aussi, il faut qu'on soit légitime. C'est-à-dire que si vraiment on veut avoir la prétention de pouvoir conseiller nos clients sur ces sujets-là, qui sont des sujets d'organisation interne, mais, il faut qu'on les fait avant, en fait. Il faut qu'on ait effectivement testé, il faut qu'on ait échoué. Hein, d'accord. La culture de l'échec n'est pas suffisamment présente, en fait, malheureusement, en France. Il faut qu'on ait échoué, il faut qu'on ait eu des difficultés, il faut qu'on soit posé des questions. À ce moment-là, on sera pertinent vis-à-vis de nos clients. OK. Et Philippe, d'ailleurs, Boulanger. Parmi, donc du coup, comment évoluer surtout et comment ne pas subir cet impact du modèle économique? Alors là, je vais vous poser une autre question. Et par contre, elle n'appellera pas de réponse de votre part, elle ne sera pas interactive. C'est qui dispose d'un plan stratégique? Pas juste j'ai envie de faire ça parce que j'ai pensé que c'était bien de faire ça, mais qui s'est posé en fait et qui a vraiment un plan stratégique? La stratégie, c'est quoi? C'est simplement où je vais allouer des ressources. C'est-à-dire que j'ai fait le point sur mes ressources, et je sais où est-ce que je vais les allouer pour arriver à mener cette transformation. La stratégie, c'est une organisation militaire. Tous les textes, à la base, la stratégie, c'est militaire. Une stratégie, alors je ne vais pas commenter toute la slide parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est surtout comment on va élaborer une stratégie à partir des valeurs et l'ADN de l'entreprise, les vôtres, c'est vous qui devez choisir ça. Quelles sont vos finalités? Pourquoi vous faites ce métier, en fait? Et à partir de ce moment-là, on va commencer à avoir une vision qu'on va pouvoir formuler en une mission. Et après, on arrivera à l'incarner au travers d'un modèle économique. Donc on a quand même tout un cheminement qui part d'abord sur soi. Et justement, comment prendre le temps de la réflexion pour amorcer le changement? Toi, Christophe, comment tu as fait? Écoutez, d'abord, je me mets à te vouvoyer d'un seul coup. Tu vois, Ouais. La question est tellement importante. Ça ne fait pas 20 ans qu'on se connaît. Voilà. Donc, d'abord, j'ai échoué, en fait. Ouais. J'ai clairement échoué. C'est-à-dire que, comme vous, je suis allé dans des formations. J'ai trouvé ça génial pendant le séminaire, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et comme tout le monde, quand le lendemain je suis arrivé dans mon cabinet, j'ai refait mes TVA, j'ai refait ma saisie et j'ai engueulé le collaborateur qui avait mis en 606-300 au lieu du 615. Voilà. D'accord. Ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Pour Monsieur Cocoïnac, qu'on a bien connu. Ah ouais. Voilà, bien. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis retourné en formation, re-échec. Et là, j'ai rencontré une personne, alors c'était pas Monsieur Boulanger, mais c'était une personne qui faisait des séminaires dans ce même style. Et là, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, en fait, j'ai fait un problème d'ego, en fait, et un biais de confiance en soi. C'est-à-dire que je me suis dit, je suis expert, donc j'ai besoin de personne. Voilà. Ça, c'est la plus grosse erreur. Donc, du coup, nous avons pris un coach. Et ce coach est venu, et je vous assure, c'était comme une séance de psy. On était dans mon bureau, sur le canapé, etc. Il me posait des questions, et clairement, il m'a accouché. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. D'accord. Et suite à ça, il m'a demandé, d'ailleurs, un premier test. Il m'a dit, voilà, Christophe, ce que tu vas faire, c'est que le mois prochain, tu vas bloquer une journée pendant laquelle tu ne prends aucun rendez-vous, tu ne travailles pas. Tu en profites, tu fais ce que tu veux, tu vas avec tes enfants, tu fais ce que tu veux. Je dis, vas-y, une journée facile, sans problème, quoi. Donc... le mois d'après, on se revoit. Et là, alors j'avais tout un chapelet d'excuses. Je dis, non, j'ai pas pu parce que tu comprends, j'avais des rendez-vous, des machins, etc. C'était compliqué. Il me dit, mais je sais, Christophe, j'ai fait exprès. Je savais que tu allais échouer, en fait. Pour te montrer à quel point tu n'es pas prêt encore à prendre ce temps nécessaire pour devenir, en fait, patron de ton entreprise. Pour l'instant, tu n'es que expert. Et donc là, on prend une gifle, c'est ce que disait tout à l'heure M. Boulanger, c'est le problème de l'ego, le problème du biais de confiance en soi. Et du coup, on a travaillé sur ça, sur ce premier point. Comment dégager du temps? Comment apprendre à déléguer? Comment faire en sorte que ces équipes soient suffisamment au niveau pour pouvoir prendre des missions qui, jusqu'à présent, m'étaient dévolues. D'accord. Et suite à ça, on a pu effectivement dégager du temps. Et donc, j'avais une après-midi par semaine, donc c'était les mardis après-midi, où effectivement on travaillait sur la stratégie du cabinet et sur le déploiement. Ça a pris 1 an, tout ça. Ça a pris 1 an. C'est long, c'est très long, parce qu'il fallait me faire changer moi, il a fallu faire changer les 15 associés. Et ça a été très long. Mais au final, on a créé en fait un laboratoire d'idées,
avec des gens qui travaillent dedans, qui ne font quasiment que ça. Et on a pu créer nos propres logiciels. On a pu développer effectivement toute une mécanique de fonctionnement pour se préparer à ce qu'allait être le futur. Juste un dernier point, ce qui nous a beaucoup aidé, je vous l'ai dit tout à l'heure, je préside notre réseau international, c'est que le cabinet, on a 2 cabinets qui sont en Italie, à Milan et à San Remo. Et en fait, eux, vous le savez, sont déjà passés l'année dernière. D'ailleurs, vous avez accueilli un confrère italien. Et ça, c'est quelque chose qui nous a donné un vrai cap, un vrai fonctionnement. Puisque eux, ils nous ont dit, franchement, ne craignez pas ce qui va arriver. C'est extraordinaire. Nous, on n'a plus du tout le stress de la saisie ni de quoi que ce soit. Nous, le 21, on s'en fout complètement parce que la compta, elle est faite au fil de l'eau. Et donc, ça nous permet d'avoir vraiment du temps pour nos clients. Voilà. Donc, du coup, ça nous a permis aussi d'avoir des éléments de langage pour ceux qui n'y croyaient pas encore complètement. Alors moi, c'est le vendredi après-midi que je réserve pour ces aspects-là. Après, voilà, donc du coup, respirer, prendre le temps, surtout prendre conscience que tout seul, on ne va pas y arriver. Effectivement, on a souvent tendance à croire qu'on est expert, mais on a besoin d'avoir ce regard extérieur qui nous permet vraiment d'évoluer. Ensuite, vraiment, il va falloir choisir. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut diriger un cabinet, on veut accompagner des clients, ou on veut rester aussi dans le modèle traditionnel que l'on a. C'est tout à fait respectable. Chacun choisit. C'est justement notre profession, elle est riche pour ça. C'est que je crois que c'est à l'accueil du DEC, en fait, on nous dit justement, on a une profession qui est magnifique parce qu'en fait, on peut travailler de plusieurs manières et chacun est libre de le choisir en fonction de lui-même. Et c'est pour ça, dans l'aspect de stratégie, au départ, on repart de ses valeurs, de son ADN, parce qu'on a la capacité de faire ce que l'on veut. Par contre, c'est votre choix. Ce n'est pas à vous de le subir. Et il ne faut surtout pas le subir. Et c'est pour ça aussi qu'il faut pouvoir évoluer. Pour évoluer, il faut avoir aussi de quoi analyser son portefeuille du cabinet. Qui aujourd'hui a un CRM qui permet finement de savoir ce qu'on fait pour son portefeuille client, finalement l'image de notre portefeuille client, comment segmenter finalement nos offres. Parce qu'on peut vouloir des choses, on peut vouloir aller quelque part, mais si on est déjà très loin de cette destination, le chemin va être vraiment très très compliqué. Attention, un CRM, ce n'est pas le tableur Excel avec tous les dossiers, ce qu'on a fait, pas fait. C'est pas ça, les amis. Ouais, je suis allé plus vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, parce que ça clignote en fait sur l'écran. Voilà. Et donc segmenter, déjà, intéressons-nous aux données du cabinet. On a finalement dans nos logiciels actuels, dans nos gestions internes, on a finalement des données qui ne sont pas du tout fines et qui ne nous permettent pas de décider. Et d'ailleurs, quand vous regardez sur le site IFAC les 5 grandes étapes de la mise en place de la facture électronique, on a la cartographie des clients. Et celle-là, justement, elle va nous permettre d'évoluer parce qu'elle va nous permettre aussi de conduire du changement et de nous permettre d'orienter en fonction des données de nos clients là où on veut mener le cabinet. Surtout qu'on part de très loin. Nous, je sais que quand on intervient dans des cabinets pour des acquisitions, la première question qu'on leur pose, c'est combien vous avez de clients? Là, il y a un grand blanc à chaque fois. C'est-à-dire de clients vraiment ou Tu comptes les SCI, voilà, l'IR, voilà, ouais. Rien que ça, déjà. Voilà. Et donc les axes du développement, devenez entrepreneur. Appliquez des schémas basiques d'organisation en fonction de votre portefeuille et il sera adapté, il faut qu'il soit individualisé. Encore une fois, le sujet, ce n'est pas vraiment le CA. Hein. Là, on a souvent tendance à se tromper de sujet. C'est bien la marge que l'on dégage. Ça veut dire, en fait, quelle est la marge que je vais dégager par rapport à mon organisation, ma productivité, le schéma que j'ai mis en place, simple, basique, en fonction de ma clientèle. Et c'est là aussi où tous ces choix vont être importants. Alors vous, maintenant, parce qu'on va vous faire participer, avant juste une dernière slide de conclusion, je sais qu'on est à la bourre sur le timing, par quel aspect allez-vous commencer votre transformation? Est-ce que vous allez commencer par vous faire accompagner? Est-ce que vous allez choisir un modèle de cabinet? Est-ce que vous allez segmenter votre portefeuille? Est-ce que vous allez regarder la maîtrise de vos coûts, repenser votre organisation, revoir les logiciels, se rapprocher d'autres cabinets? Pourquoi pas mutualiser finalement ces échanges ou faire le point sur les ressources disponibles également. On n'a pas beaucoup parlé des ressources, mais on va en parler sur la dernière. Pas encore, ouais. Et après, promis, Élise, on ne traîne pas trop, on te laissera la place. Alors, on est à 201 votes déjà. On avait dit 250 donc il manque encore une quarantaine de réponses, 213. 223, 225,
Allez, le compteur a l'air figé, donc on va peut-être passer au résultat. Allez, repenser son organisation en tête, se faire accompagner, choisir son modèle de cabinet. Alors on a voulu également que ce cabinet du futur soit un peu original, et vous savez quoi? On va se retrouver dans un an, puisque souvent on assiste au congrès, souvent on assiste aux formations, on se dit « ouais, c'est génial », et finalement on ne fait pas grand-chose. Alors vous savez quoi? On va se retrouver dans un an, et un par un, je vais venir vous voir, et je vais vous demander qu'est-ce que tu as fait effectivement au mois de septembre 2025? Qu'est-ce que tu as lancé pour commencer à transformer ton cabinet? Pari tenu, cap ou pas cap? Ouais? C'est parti. Je vous entends pas. Voilà. Bon. Allez, je voudrais finir juste avec une dernière phrase. Pour moi, le cabinet du futur, le sujet, il n'est pas digital. Si vous avez bien compris, le sujet, il est surtout de la manière dont vous allez voir le penser, ce que vous voulez faire, votre organisation. C'est surtout le vrai sujet pour moi, c'est quel cabinet vous voulez être. La bonne question, quels moyens jaloux vraiment pour y arriver. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir du cabinet du futur en se disant « ouais, c'est plein d'idées, c'est génial, Philippe Boulanger, il ne sait pas faire du vélo ». Non, la question c'est maintenant, si je veux être acteur du changement, ça veut dire qu'il faut que j'alloue des ressources. Ça va être du temps personnel dégagé, ça va être le recrutement d'un coach, ça va être le recrutement d'un profil différent de mon cabinet, mais il va falloir vraiment y aller. Parce que le vrai risque, finalement, c'est de subir cette transformation. Et moi, il y a un philosophe que j'affectionne particulièrement, que vous voyez en image, qui s'appelle Bruce Lee. Il est connu en tant qu'acteur, mais toi, tu le connaissais déjà en tant que philosophe. Il a une... Oui, tu le connaissais, hein? Oui, pas personnellement. Non, il y a vraiment cette phrase, cette citation de sa part, je la trouve vraiment exceptionnelle, parce qu'elle est très puissante. Savoir n'est pas suffisant, il faut appliquer. J'ai beau savoir, si je ne fais pas, ça ne sert à rien. Vouloir n'est pas suffisant, il faut accomplir. Et pour accomplir, ça veut dire que j'ai mis en œuvre des ressources, j'ai dégagé des moyens pour arriver à mon objectif. Si je fais juste vouloir et que je n'ai pas dégagé du temps, que je ne fais pas accompagner, ça ne servira à rien et j'aurai le risque, c'est de subir. Merci beaucoup Christophe pour cet échange. J'espère qu'on vous aura apporté quelques éclairages sur les transformations qui vont impacter notre modèle économique.